Les nuits vous paraissent longues. Vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir. Vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Hi everybody, you are on Radio M. You're welcome everyone. Pourquoi on rit, pourquoi vous riez? Chers auditeurs, vous êtes bien sur Radio M en Algérie, à Alger, le 23 juillet 24 juillet 2019. Ça fait 5 mois que nous sommes en processus révolutionnaire dans cet avant-dernier numéro du CPP, cet avant-dernier numéro de la saison. Messieurs, bonjour, merci d'être avec nous. Merci Karim Tabou d'être notre invité politique d'aujourd'hui. Merci d'invitation. Merci pour la disponibilité. Hassan Moualib, bonjour. Toujours un plaisir. Merci. Hassan Moualib, bonjour. Merci. Salim Sbah, merci. Bonjour. Bonjour. Tout se passe bien? Très bien. Moi, je suis content. La question s'est posée si on allait faire cette émission en anglais. Très bien, très bien. Ce ne sera pas pour cette fois. On va faire un effort. Oui, bien sûr, il faut bien. Ça ne sera pas pour cette fois. On va attendre un petit peu. Merci à tout le monde, merci d'être avec nous. Comme tous les mercredis aux alentours de 18h, je dis aux alentours parce que nous sommes encore une fois malheureusement un peu en retard. L'actualité étant toujours chargée, nous voulons d'apprendre la démission de Belksir, le fait qu'il ait été enlevé, le commandant-chef de la gendarmerie. Nous en dirons un mot dans quelques minutes, mais auparavant, nous n'allons pas déroger à la règle de l'image, l'événement, la chose qui a capté votre attention cette semaine. J'imagine qu'il y aura une partie de ballon rond dedans. Ouais. Ah, moi, c'est le Walid Oran qui remet un service à café à Bounjar, au buteur de l'équipe nationale, et qui n'en croit pas ses yeux parce que il croyait franchement que c'était une blague. Il était en cristal, paraît-il, de quoi? De Shenzhen. Ah bon? Il coûte très cher. D'accord. Plus cher que le cristal de Limoges. Quelque chose comme ça. Non, mais c'était assez pittoresque. Non, c'est l'État qui a réduit son train de vie. Il faudrait voir si le Walid Oran a réduit son train de vie. C'est ça la question. Il a gagné une coupe, il lui a servi un service. Donc, je pense que Hassan, ton image de la semaine. Enfin, moi aussi, c'est dans le registre du football, mais c'est plutôt politique. C'est à propos d'un animateur de l'ENTV qui était en train de parler, de célébrer les supporters algériens qui ont été pour beaucoup dans le succès des Verts. Et soudain, le gars se tait et on lui parle à l'oreillette, et en entend celui qui lui parle à l'oreillette en lui disant il faut dire que c'est grâce à l'armée algérienne qui a transporté Donc je crois que cette image résume parfaitement le hirak populaire actuellement. Je te suis pas. Tu insinues que c'est pas grâce à l'armée que l'équipe nationale a gagné. Je sais pas, c'est pas ton image de la semaine. Moi, c'est plus une ancienne image, mais qui a remonté dans ma tête à la suite de l'information que l'ancien ministre de la Justice est convoqué. J'ai vu une scène de transe lors de l'un des discours qu'il avait prononcé au Conseil de la Nation, et qu'il s'est laissé prendre à un fou rire excessif, et cette image-là m'est revenue et je me suis interrogé. Pendant l'ère Bouteflika, nous avons connu pratiquement tout. Et avec un regard par rétroviseur, on s'aperçoit qu'on a vécu 20 années qui vont être inscrites, je sais pas, en lettres au Guinness, dans l'histoire de ce pays. Mais quand même, c'est une image forte qu'un ancien qui est aujourd'hui menacé aussi par un processus. Interdit de quitter le territoire. National. Ça, on n'en sait rien. Moi, je préfère rester toujours sur la démarche commodo-incommodo, charge et à décharge. La justice, on fait semblant que la justice est indépendante. Quand même. À commodo-incommodo, on demande quand même l'avis des voisins. Hein. Oui, ça, c'est non, on n'a pas demandé l'avis des voisins. Complètement. Hassan Wali. Moi, c'est plutôt les images qui nous proviennent du village du Sahel, à Bouzguen, où se déroule l'édition de Racontar, qui fait écho à la révolution démocratique en cours. Qui a précédé.
Oui, mais en tout cas, je parle de cette semaine, de cette édition, bien évidemment. Mais je veux dire, où il y a de la joie, une bonne ambiance, un énorme esprit d'ouverture. Les gens viennent d'un peu partout dans le pays. C'est pour dire que ce petit village qu'on n'arriverait pas à situer sur la carte peut accueillir des gens de partout. C'est un grand signe d'ouverture. C'est ce que doit être l'Algérie, dans une bonne ambiance. Hommes, femmes se mélangent, créent de la vie, créent de la joie, donnent envie. L'année dernière, qui a emmené Jamila Bouher à ce festival. Qui emmène cette année? Je risque de rater cette édition, mais j'ai appris que un des clichés de l'édition précédente a été accroché à un des murs. Voilà. Donc c'est être à raconter autrement. Voilà. Je disais 24 janvier, ça fait 5 mois que la révolution démocratique du 22 février s'est déclenchée, et on a un peu le sentiment aujourd'hui, depuis quelques semaines, essentiellement depuis l'offre politique de M. Ben Saleh le 3 juillet dernier, qu'on est en train de rentrer dans une nouvelle phase où il est question de dialogue, où il est question évidemment de s'organiser dans ce dialogue. Dans la deuxième partie du Café Presse Politique, nous allons examiner comment s'organise l'opposition, le mouvement populaire, pour éventuellement aller dans ce dialogue. Mais auparavant, je voudrais, messieurs, avoir votre opinion sur la consistance, le contenu de l'offre politique du pouvoir. Et la première question, c'est: est-ce que vous considérez que le président de l'État, M. Ben Saleh, a aujourd'hui les coups des franges pour, parce qu'on a son secrétaire général qui a relancé aujourd'hui le débat sur le dialogue, a des coups des franges pour conduire ce dialogue et pour notamment le conduire sur les bases qu'il a proposées. Je rappelle, je demandais à Karim de donner le premier son avis là-dessus, qu'il a quand même fait des concessions relativement remarquables. Une commission de dialogue, c'était une revendication, que ce n'est pas la commission qui conduit la transition, mais une commission de dialogue, et une commission qui organise les élections de A à Z à la place de l'administration et à la place du Conseil constitutionnel. Est-ce que cette offre-là vous paraît sérieuse? Enfin, merci d'abord d'invitation. Lors de la présentation, tu as fait une petite confusion sur la date. Oui, effectivement, nous sommes après 5 juillet 1962. Les ressemblances, elles sont là. Et alors qu'il fallait lancer le pays sur la base d'un débat de fond pour bâtir un État, et on a pris le mauvais chemin. Et au bout de 57 ans, voilà, nous sommes rattrapés par l'histoire, et tous les débats sont reposés de nouveau. Parce que nous n'avons pas réglé nos problèmes, parce que nous n'avons pas bâti, parce que nous avons préféré reporter nos débats. Et voilà, on se retrouve avec les mêmes usages, les mêmes décors, les mêmes personnes qui proposent au fait la même chose. C'est toujours les tentatives de ruser avec l'histoire, de ruser avec les gens, parce que une des techniques ou l'art qui fut l'art particulier de ce système politique, de ce régime, c'est qu'il s'approprie des mots. C'est vrai, quand vous évoquez le dialogue, qui est contre le dialogue? Qui peut être contre le dialogue? Qui peut être contre la paix? Qui peut être contre la réconciliation? Qui peut être contre la démocratie? Mais au fait, la technique consiste à s'approprier des mots, à faire des usages pour la même finalité, le maintien du système. Et à la fin, en fait, on met le doigt sur les gens en les indexant comme étant, ils sont contre la démocratie, ils sont contre le dialogue, ce sont des extrémistes, ils veulent pas que le pays s'en sorte, etc. Mais la réalité est que on peut pas appeler ce que vient d'annoncer Ben Salah. Il y a une confusion d'ailleurs entre le Gaïd Salah et Abdelkader Ben Salah, une confusion de nom, mais également confusion de fonction, et qui crée une situation qui n'encourage pas en tout cas à amorcer un vrai processus politique. Ce sont des annonces, mais ces annonces, il n'y a pas quelque chose qui vient. Est-ce qu'on peut vraiment dire cela? Parce que Abdelkader Ben Saleh a parlé de dialogue il y a une cinquantaine de jours, sans donner le mécanisme du dialogue. Depuis le 3 juillet, il y a un mécanisme qu'il a proposé. Est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas quelque chose de concret derrière? Cette fois-ci, il y a quelque chose de concret. La preuve, on le verra dans ce débat, c'est qu'il y a des propositions de listes, de panels pour organiser le dialogue, etc. Il y a cette idée de la commission autonome complètement indépendante qui organise, qui ne fait pas que superviser, qui organise les élections. En tout cas, au-delà de l'opérabilité de leurs propositions, mais il y a un détournement de débat. Aujourd'hui, on évoque plus les personnes que les idées. On évoque plus, et on a une tendance à vouloir responsabiliser le hirak, la révolution des gens,
autant sur le temps, en disant c'est trop, 5 mois, c'est déjà trop, il faut trouver des solutions. Et puis de l'autre côté, on a évoqué les problèmes de représentation, comment faire des commissions, mais au fait, qui représente le système, qui représente le régime, qui parle au nom du régime, qui décide dans le régime, qui prend les décisions, qui est le centre de la décision politique dans ce pays. Quand je vois que sur ordre, bien sûr qu'on n'a jamais reçu, on fait réunir l'Assemblée nationale sur injonction d'en haut, on fait réunir le Conseil de la Nation sur injonction d'en haut, on fait désigner le président de l'Assemblée nationale. C'est quand même curieux. Nous sommes dans un pays où un président du Parlement est issu d'un groupe parlementaire qui compte 15 députés sur 462. Et on s'est pas interrogé comment la procédure, l'opérabilité de tout ça, comment se déroule tout ça dans ce pays. Est-ce que c'est pas un peu marginal aujourd'hui? Tout le monde se désintéresse de cette assemblée. Elle a tellement été souillée. Non. Mais la réalité, elle est là. C'est que on a donné l'ordre à la presse, aux chaînes de télévision, il n'y a plus de débat. On a donné l'ordre à l'Assemblée nationale et au Conseil de la Nation pour se réunir, pour appliquer l'article 102, et ça s'est passé comme ça. On a donné l'ordre à l'Assemblée nationale de désigner le président, ça s'est exécuté, sans que l'on s'interroge qui a donné l'ordre à qui. On a décidé de mettre Djmi'i à la tête du FLN, ça s'est passé comme ça. Donc, il y a des choses qui sont en train de se dérouler, il y a un dispositif qui est en train de se mettre en place, et au fait, dans la même logique, dans la même finalité, essayer de ravaler la façade, essayer de changer les décors, mais tout en gardant la décision. Avec Djmi'i, c'est un peu raté, hein, ravaler la façade, c'est pas un visage neuf. Oui, mais en tout cas, pour les besoins internes, il y a des équilibres qui sont en train de se mettre en place. Il y a également un semblant d'activité, de fonctionnement qui se passe dans les institutions. Mais en tout cas, quand on prend de la distance de tout ce qui se passe dans le pays, on voit bien qu'il y a un théâtre qui se déroule, et derrière ce théâtre, il y a des gens qui sont des vrais décideurs et qui veulent pas se montrer et qui veulent pas amorcer un vrai processus politique par lequel nous allons poser les vrais débats, donc les vraies solutions. Alors, je vais poser la question différemment. Les vrais décideurs se montrent. Peut-être qu'ils veulent pas se montrer dans le dialogue, mais ils se montrent autrement. Ahmed Gaïd Salah a fait le 10 juillet une intervention. C'était un CPP d'ailleurs, un jour de CPP. On était choqués par son intervention, où il disait ceux qui disent Doula Madaniya Machidoula Askaria, c'est des traîtres. Il a torpillé complètement l'offre de dialogue de Ben Salah. Donc ma question elle est la suivante. Est-ce qu'on n'est pas dans une situation où Ben Salah est gêné pour lancer son dialogue par Ahmed Gaïd Salah? C'est plutôt que Gaïd Salah qui est un électron libre, hein. Il fait ce qu'il veut, il dit ce qu'il veut, mais alors de là à penser que Ben Salah pourrait être gêné, Ben Salah ne fait qu'appliquer ce qu'on lui dit. Est-ce que c'est vrai que ça? Oui, non, mais ça a toujours été. Il a fait carrière comme ça. Il n'a fait carrière que comme ça. Il a fait carrière en répétant et en appliquant ce qu'on lui a demandé de faire. C'est pas aujourd'hui, dans l'état de santé dans lequel il se trouve, qu'il va se trouver un semblant de manifester et vouloir jouer sa propre carte. Je crois pas à ça. Moi, je pense que derrière Ben Salah ne fait qu'appliquer ce que Gaïd Salah lui dit. Pourquoi ce serait sa propre carte? Pourquoi ce serait pas la carte de ceux qui, dans le système, ne veulent pas poursuivre Ahmed Gaïd Salah dans sa diatribe, dans son radicalisme, dans une forme de folie, hein, contre le mouvement. D'accord, mais le principe sur lequel Gaïd Salah s'appuie, c'est-à-dire une élection présidentielle le plus rapidement possible, elle a encore été répétée par le secrétaire général de la présidence. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des fondamentaux sur lesquels on ne sort pas. Ça, c'est le cadre. Ça, c'est le cadre. À partir de là, mais l'essentiel est là. C'est-à-dire, il ne lâche pas sur ce que veut Gaïd Salah, c'est-à-dire une élection présidentielle. Alors, si le cadre est le même, je vous pose la question à tout le monde, le cadre est le même, mais le contenu, c'est une commission, un panel pour le dialogue et une commission qui organise les élections, vous considérez que c'est pas, Hassan, c'est pas une concession importante? Je ne sais pas ce que c'est une concession, mais ce qu'a dit aujourd'hui le secrétaire général de la présidence, ce n'est pas qu'il clarifie, mais on voit malgré qu'ils sont au pouvoir, malgré qu'ils ont la puissance du pouvoir, ils n'ont pas la capacité de l'exercer politiquement.
Parce que Gaït Salah, ça fait 5 mois qu'il parle et qu'il menace, qui sur un ton agressif, belliqueux, mais il n'arrive pas à organiser politiquement les choses. Parce qu'il ne peut pas organiser, il ne peut pas exercer son pouvoir politique sans les sciences sociales ne l'enseignent. Si on n'a pas de sérieux parti politique, si on n'a pas d'une véritable société civile à qui on peut donner le champ pour exister, il parle, c'est tout. Et au mieux, au pire, il met les gens en prison, sans plus. Ça fait 5 mois qu'il parle, il n'arrive pas à imposer ce qu'on peut lui attribuer comme étant une feuille de route. Moi, je pense qu'il n'a ni de feuille de route, ni plan, ni scénario. On le voit dans le discours du secrétaire général de la présidence aujourd'hui. Il est en train de dire aux Algériens, aux acteurs politiques, ou ce qu'on peut appeler communément personnalité nationale, aidez-nous, sauvez-nous. Sauf que il était évident qu'il serait opposé à une phase de transition sérieuse et qu'il serait opposé à la revendication d'une constituante, d'un processus constituant. C'était évident. Ils pensent autrement. Ils pensent pas comme les militants politiques, comme l'opposition, comme les Algériens qui sont dans la rue, qui revendiquent un véritable processus politique qui permettra à terme de passer à autre chose, de passer à un autre système de gouvernance. Ils disent depuis 5 mois dans les délais les plus courts. Mais ils ne donnent pas d'agenda, ils ne savent pas, parce qu'ils disent après, c'est à cette commission. Attendez, là, il y a quand même un progrès. Oui, mais. Il y a un progrès, c'est un progrès à la périphérie. C'est le dialogue, c'est ce qui sortira du dialogue. C'est lui qui déterminera l'agenda électoral. Oui, mais même cette prérogative, ils sont débarrassés. Mais il y a une évolution. Oui, moi je considère que c'est une évolution à la périphérie, pas au centre. Et la coïncidence, Ahmed Al-Brahimi a parlé hier pour dire, ok, on n'est pas contre le dialogue, comme l'a rappelé Monsieur Tabou, mais on veut des conditions. On ne peut pas organiser un dialogue dont on ne sait pas la finalité. On sait la finalité, c'est aller à une élection présidentielle. Mais dans un climat de tension dans le pays. On arrête les gens, on empêche les gens de manifester, on met des pressions sur des partis, sur des médias. C'est difficile. Moi, je pense que le pouvoir, ils sont vraiment dans le mur. Alors, est-ce que le marge de manœuvre, elle est réduite. Alors, la marge de manœuvre réduite, est-ce que, oui? Non, moi je suis pas d'accord avec ce que dit Hassan. Croire que le pouvoir ne sait pas ce qu'il fait, ça il sait très bien ce qu'il fait. Je n'ai pas dit c'est pas ce qu'il fait. Maintenant, qu'il n'ait pas les moyens. Non, c'est complètement différent. Qu'il demande de l'aide, etc. Le pouvoir ne demande pas de l'aide. Pour le moment, effectivement, il a un problème, c'est qu'il n'a pas de relais. Il a un gros problème de relais. Mais il sait ce qu'il veut. Mais il a un problème de relais. Ça n'a rien à voir. C'est pas la même chose. Il sait ce qu'il veut, mais pour le moment, il n'a pas de relais. Alors, le problème de relais, le choix de Karim Younes pour conduire le panel du dialogue, est-ce que ça peut le permettre de se reconstruire un relais? D'abord, il n'a pas été proposé. C'est le fameux Al-Ar qui, c'est lui qui, c'est une offre de service. Mais je pense que ça, c'est pas important. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est l'auto-interview, on va dire, du secrétaire général de la présidence, parce que apparemment c'est pas une interview, il s'est auto-interviewé, on a balancé l'entretien, il faut le dire comme ça. Ouais. Moi, ce qui me gêne, c'est que c'est un fonctionnaire, ce gars, même si c'est le secrétaire général de la présidence, un ancien diplomate, il n'a pas interféré dans les affaires politiques. Est-ce que Ben Salah n'a pas été autorisé à parler? Parce que il y avait de la substance politique dans ce qu'il a dit. Il faut lire. Moi, je pense qu'il a décliné, contrairement à ce qu'on pense. Je rejoins ce que dit Salim. Le pouvoir, il a sa feuille de route. Il sait où il va. Il sait où il va. Il se donne les moyens. Et aujourd'hui, le texte, c'est un discours assez menaçant quand même. Assez menaçant, c'est-à-dire venez avec nous ou alors allez-vous-en. C'est un petit peu ce qui est dit. Par exemple, les préalables que la classe politique, l'opposition notamment, et les personnalités nationales, dont le dernier, c'est Ahmed Al-Ibrahimi, qui a pondu un bon communiqué hier, les préalables, c'est-à-dire des mesures de détente politique, libération des détenus et tout ça. Tout le monde, à peu près, on est tous d'accord qu'il faut ce genre de mesures pour un peu dépassionner le débat, décrisper l'atmosphère. Et Monsieur Nordine Ayadi dit qu'il n'est pas question. Il n'est pas question. Et si ces questions doivent être posées, elles doivent être posées au moment où le dialogue se tient. Et il n'est pas comptable. Le pouvoir n'est pas obligé d'en prendre en considération. Donc,
pratiquement, ils ne répondent aucunement aux demandes de l'opposition. Et le départ du gouvernement, qui est une exigence politique aussi, Bedoui, aussi par l'initiative, y compris Ali Benflis, qu'on dit proche quand même du dialogue, et il est favorable et tout ça, mais quand on voit les préalables que pose Ali Benflis, il s'exclut de lui-même de ce dialogue, parce que le gouvernement, le pouvoir ne veut pas renvoyer le gouvernement, changer le Premier ministre et tout ça. Donc on a l'impression que le pouvoir se met dans une posture de force. Moi, je suis le maître à bord, le maître du jeu. Il a quadrillé le dialogue. Avant même qu'il ouvre le dialogue, il l'a fermé. Il a fermé de fait au moins 6 partis politiques parmi les gens qui émargent à l'alternative démocratique. Il est impossible, a priori, qu'ils s'inscrivent dans cette démarche. Donc, les personnalités nationales, Taleb, Ali Benflis, Soufiane Djilali, je ne vois pas comment Rahabi, je ne vois pas comment ces gens-là vont souscrire à cette feuille de route qui est mal. Moi, je pense que c'est la suite du discours de Gaïd combinatoire la dernière fois. Ce qu'a dit M. Ayadi, le fonctionnaire de la présidence aujourd'hui, ce n'est pas la même tonalité que le discours de Ben Saleh, c'est vrai. Ben Saleh était plutôt conciliant, on cherche une solution à la présidence et tout, mais Ayadi, c'est pratiquement le porte-voix des faucons. Du pouvoir réel. Du pouvoir réel. En tout cas, dans tous les cas de figure, il y a une perversion du débat. On n'est pas en train de débattre de procédures, de démarches, d'idées, mais on est en train d'évoquer des noms. Mais c'est quand même un progrès. Non, mais le tout est pour la même finalité. Même de là à supposer qu'il y a 2 démarches différentes entre Gaïd Salah et Ben Salah. Mais au fait, c'est en cohérence avec la logique du bâton et la carotte. Il y a quelqu'un qui est là, qui est en train de tenter de hacher le hirak dans chaque message. Il essaye d'amoindrir la capacité du hirak à porter un discours, à porter des revendications, etc. C'est qui? Et de l'autre côté, c'est Gaïd Salah, c'est le chef d'état-major, qui est menaçant, qui tient un discours qui a franchi les limites de la menace, hein, parce que parfois même il devient un discours agressif. Et de l'autre côté, on a des offres, on a une répétition de mots, un usage excessif de mots, et on veut planter le décor par lequel on veut porter la responsabilité au Hirak, qui est finalement le responsable de la crise. Mais on oublie que la crise politique, que la crise multidimensionnelle, ce sont ces gens-là qui sont responsables. Ben Salah était là à la tête du Conseil de la Nation, c'est lui qui a validé toutes les lois qui ont été proposées pendant ces 20 dernières années et qui ont facilité tous les abus, tous les excès, etc. Alors je sens que... et puis également un des problèmes majeurs qui fut soulevé pendant des années et qu'on n'a pas discuté, c'est la fausse représentation politique et sociale. C'est-à-dire pendant des années, le système s'est arrangé, s'est construit, c'est une représentation politique, mais finalement, on découvre au grand jour que tout ça est en décalage avec la réalité de la société. Vous avez un peuple, vous avez une société, vous avez des jeunes, vous avez tout un pays qui est là dans une dynamique, et tu as une classe politique qui est en déphasage absolu. Justement, le problème que vous appelez la médiation, médiateur, chercher des gens, etc., c'est une fausse démarche. C'est une fausse démarche parce qu'elle consiste à trouver le canal par lequel on mate le hirak, on bluffe le hirak, on casse le hirak. Aujourd'hui, il n'y a pas d'annonce majeure qui permet aux Algériens de sentir qu'il y a quand même quelque chose de sérieux. Et d'ailleurs, je vais vous donner 2 images simples. En termes d'ambiance, vous descendez à la place des Douches ou là à la place de Odin ou là à Constantinople. Là, vous allez sentir qu'il y a un climat de fête. Les gens, ils s'embrassent, les gens, ils sont là, ils sont heureux, etc. Le soir, quand vous écoutez les discours, vous avez l'impression que nous sommes en état de guerre. Donc, ces 2 ambiances-là, ces 2 dispositions mentales font que vous avez des gens qui sont dans la défensive, ils veulent se maintenir, et ils utilisent tous les subterfuges possibles. D'ailleurs, on a dit aux gens qu'il faut aller absolument appliquer l'article 102, et puis par la suite, on a dit aux gens, attention, le vide constitutionnel, et à un moment... Tout de même. Est-ce que la puissance, la capacité de faire pression du mouvement populaire n'est-elle pas en train de baisser? Pour des raisons objectives, on a passé Ramadan, l'été, c'est les vacances. On sait qu'il y a moins de monde à Alger les vendredis, moins de monde avec les étudiants le mardi, c'est les vacances aussi. Est-ce que, question précise, le rapport de force dans le temps
il évolue en faveur ou en défaveur du pouvoir? Est-ce que quand on dit le pouvoir, c'est ce qu'il fait, est-ce qu'il s'y sent réellement en position de force, ou est-ce que le rapport de force continue à être contre lui? Et à ce moment-là, est-ce que ce serait une erreur effectivement de faire des concessions maintenant? Voilà. Deuxième hypothèse qui est lancée dans le débat, c'est celle qui semble que Gates Allah ne veut pas de solution parce qu'il exerce le pouvoir. J'y arrive. Et comme j'allais poser cette question, je la pose tous les mercredis. Certains sont partis dans ce sillage en disant voilà, au fait, il est en train d'exercer le pouvoir. On peut le penser. De mon point de vue, la légitimité du Hirak n'est ni liée au temps, ni liée à son volume. Le volume du Hirak, c'était des millions d'Algériens qui sont sortis dans la rue pour demander le départ du système, le changement, l'avènement de la démocratie, la mise en place d'un processus qui doit aboutir au bonheur des gens. Mais au fait, les Algériens cherchent quoi? Ils cherchent un État qui leur redonnera l'espoir, qui leur redonnera du bonheur. On est dans un pays où, dans le monde entier, les constitutions sont faites pour faciliter la vie des gens. Nous avons une constitution qui complique la vie des gens. Nous avons des institutions qui ont pour fonction rendre heureux les populations. Nous sommes en face d'institutions qui, à chaque fois qu'on les entend proclamer des discours, on a l'impression qu'on est au bord de l'apocalypse. Donc, même les fonctions les plus élémentaires de l'institution, de l'État, etc., elles sont parties. Donc aujourd'hui, de mon point de vue, le Hirak, plus que jamais, il est puissant. Il arrive quand même à changer complètement les donnes politiques. Il arrive à bousculer même les vieux schémas. Je pense, ce Hirak-là, au-delà de la logique de confrontation qui l'oppose au pouvoir, tous les centres du pouvoir, il a créé quelque chose d'exceptionnellement positif dans la société. Il a poussé une élite à s'interroger, il a poussé les partis politiques à se remettre en cause, il a créé des espaces de débat extraordinaires. Mais il n'a encore capitalisé aucun acquis démocratique. On est d'accord là-dessus. Ça va venir. Pour répondre à ta question, c'est-à-dire, en gros, on est face à deux soucis, à deux préoccupations irréconciliables. On a d'un côté des millions d'Algériens qui veulent passer à autre chose, qui veulent en finir avec un système qui a mené le pays dans une impasse, qui bloque le pays, qui l'expose à des sérieuses menaces. Mais non, en face, ce qui reste du régime de Bouteflika, qui tente de se recomposer, qui estime qu'il s'agit d'une crise de pouvoir et non pas celle du système. Et donc, pour eux, la réponse, elle est simple. Ils ont un vrai souci, c'est la légalité, délégitimés de fait depuis toujours, mais encore depuis le 22 février, mais ils sont dans l'illégalité. Et c'est un vrai souci quand on est responsable d'une institution. Ça leur pose un sérieux problème. À la fois pour des raisons internes, mais surtout vis-à-vis des partenaires étrangers. Mais qui vous êtes? Le ministre des Finances avait déclaré la fois passée que le gouvernement serait contraint de recourir à l'endettement extérieur, mais il va négocier au nom de qui? Face au FMI ou à l'Union européenne ou à n'importe quel État qui vous êtes. Est-ce qu'il faut comprendre ce que tu dis, Hassan? Est-ce qu'il faut comprendre que la principale force de pression du mouvement populaire, c'est d'empêcher le régime de se relégitimer? Mais c'est parce qu'il empêche. Il peut pas la première vocation de l'insurrection, c'était de bloquer tous les projets du régime. Voilà. Il a perturbé sérieusement l'agenda politique classique du pouvoir. Le fait d'annuler une élection présidentielle, c'est un coup dur pour le régime. Deuxième élection. Et là, on s'achemine vers une troisième élection, même si une partie de la classe politique est d'accord pour l'organisation, mais il pose un certain nombre de conditions, mais il serait extrêmement difficile d'organiser une élection dans les plus brefs délais, dans les plus brefs délais, dans 3 mois. C'est impossible. C'est impossible. C'est pour ça que je dis, ils sont dans une difficulté. Alors, le Hirak, il ne faiblit pas, hein. Il a une capacité de blocage extraordinaire. Et en plus, pas seulement de blocage, mais il veut quelque chose. Il l'exprime très fortement. Et, alors, question inévitable. On va terminer cette première partie sur... Il y a une divergence fondamentale. Pour l'instant, les deux options sont irréconciliables. Le pouvoir, enfin, ceux qui restent du pouvoir s'accrochent à une élection présidentielle qui, en gros, n'est pas une réponse sérieuse à ce que posent les Algériens. Et d'un côté, il y a des Algériens. Mais au-delà de tout ça, la lecture fausse qui est faite du Hirak de la Révolution empêche l'amorce d'un vrai processus. Fausse en termes de quoi? Le chef d'état-major considère que le Hirak est une manœuvre de l'ancien chef des renseignements.
Il considère que le 22 est le début de la crise. Le peuple algérien considère le 22 étant le début de la solution. Vous voyez cette dichotomie en termes de conception, en termes de compréhension, a fait qu'on évolue sur deux options différentes. Et que finalement, le chef d'état-major considère le Hirak comme une région. Il veut nommer son chef de région. Il considère que le Hirak est une région. C'est comme toutes les régions du pays. C'est la 7e région. Il veut lui nommer un chef. Il considère que l'élection présidentielle n'étant pas une procédure, parce que les gens qui sont dans les usages démocratiques, dans les usages politiques, dans la culture politique, il ouvre toujours les canaux de débat et il essaie de trouver les mécanismes par lesquels les gens s'affranchissent, s'extraient de la passion. Mais le type, il est dans une logique de gestion de territoire. Il y a un territoire qui lui pose problème, c'est un territoire de Hirak, et il considère que nommer un chef de Hirak... Avant d'en arriver à ce qu'il nomme le chef de région Hirak, Ahmed Gaïd Saleh a des soucis dans un périmètre un peu plus réduit, qui est son bureau, qui est l'état-major. Bon, il y a eu déjà cette fuite, on en a parlé, il semblerait qu'il y ait... il y a eu un bout de la fuite qui nous est parvenu, mais il semblerait qu'il y ait une écoute beaucoup plus longue qui a fuité à l'extérieur de l'Algérie, ce qui est un sérieux problème de souveraineté et de sécurité. Alors, il y a dans son périmètre toujours Khaled Nazar qui a entre guillemets pris le maquis digital, semble-t-il, avec les tweets qui aujourd'hui mettent en cause Ahmed Gaïd Saleh. Il y a ces remaniements à la tête de l'armée toutes les semaines quasiment, encore aujourd'hui, le week-end, les chefs d'état-major des régions, aujourd'hui le commandant-chef de la gendarmerie nationale, le général Blixit qui a joué un rôle, on peut dire, il a fait le sale boulot pendant toute cette période-là, qui aujourd'hui est jeté aux orties. Est-ce que, question très simple, Ahmed Gaïd Saleh n'est-il pas en train de se retrouver isolé dans sa politique de va-t-en-guerre, parce que c'est une politique de va-t-en-guerre qu'il conduit contre le mouvement. Mais on l'a dit dès le départ, depuis la déposition de Bouteflika, l'armée était en première ligne, elle est dans une surexposition. Ça pose un problème d'abord pour l'institution militaire. Absolument. Avant que ça pose un problème pour les Algériens. C'est une surexposition de l'armée. Les gens commencent à se dire, sommes-nous dans un état militaire, dans un régime militaire? C'est la première. L'alternative serait de s'extraire de cette logique d'obscurité. Il y a quand même avant le Hirak, c'est bien de se rappeler, il y a quand même un Hirak entre guillemets qui est interne au pouvoir, qui n'a pas livré tous ses secrets. Il y a eu une crise au FLN. On ne sait pas comment cette crise a été gérée, qui l'a provoquée. Il y a eu l'histoire du cadenas de l'Assemblée nationale. Quand même, il y a eu arrestation de 6 généraux. L'annonce fut faite qu'il y a eu arrestation et l'accusation était liée à la corruption. 6 jours après, ils ont été libérés. Il y a eu beaucoup de faits qui attestaient que les choses étaient conflictuelles. Isolement à l'intérieur. Ou pas de Ahmed Gaïd Saleh? Ouais, on peut le penser. C'est pas aujourd'hui. C'était une question directe à Hassan Moali sur la base de ce qui s'est passé ces dernières semaines, y compris la sortie de, je continue à le dire, même si vous n'êtes pas d'accord, y compris la sortie de Abdelkader Ben Saleh sur le dialogue avec les détails, etc. Est-ce qu'on va pas arriver à un moment où on change de main? C'est vrai qu'on peut penser qu'il y a une façon un peu variée de voir les choses. Ben Salah, il est plutôt quelqu'un, je vais pas dire sympathique, mais quand même quand il parle, quand il fait son discours, c'est quelqu'un de conciliant. Il invite les Algériens, les partis politiques au dialogue, même si il n'a pas toutes les cartes. Il sait que d'après certaines sources, il aurait demandé plusieurs fois de partir parce tout le monde sait qu'il est gravement malade. Et de l'autre côté, nous avons Gaïd Saleh qui fait des discours hard, parfois belliqueux complètement. Et aujourd'hui, nous avons le secrétaire général de la présidence qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, semble être le porte-voix de Gaïd Saleh. Donc on a l'impression qu'il y a 200 de cloches bien distincts qui peuvent suggérer qu'il y aurait pas une contradiction, mais une façon qu'il y aurait des clans, on va dire, des clans ou 200 de cloches à l'intérieur de l'institution militaire ou du pouvoir en général. Et Gaïd Saleh, de ce point de vue-là, il s'isole parce que le peuple il est en train d'agresser la classe politique et le Hirak il réduit à rien du tout en disant que pratiquement il traite tous les meneurs du Hirak de traîtres et tout ça. Donc forcément au niveau populaire il n'a pas la cote. Donc il se met à dos beaucoup de secteurs de l'opinion
y en a qui disent qu'il va finir par partir d'une manière ou d'une autre. Alors on va finir. Mais c'est Salim qui va intervenir. Salim a attendu son rôle. Et d'un côté, ils sont isolés. Alors, je pense que on peut imaginer qu'il y a une répartition des tâches. On peut imaginer qu'il y a une répartition des tâches entre le gentil et le méchant. Il y a Gaët Salah qui tient le rôle du méchant et il peut pas tenir le rôle du gentil, ça serait difficile. Ce sera difficile. Bon, donc on peut imaginer. Mais pour revenir à ta question sur Gaët Salah, sur l'isolement. Il y a effectivement, je suis d'accord avec Hassan, il y a une surexposition de l'état-major. Et je dis bien de l'état-major, parce que jusqu'à maintenant, toutes les crises politiques étaient gérées par qui? Étaient gérées par les services. C'est les services qui géraient les crises. Et là aussi, ça valse, hein. DCSA, DCSI. D'accord. C'est en train de valser. D'accord. Mais on voit bien que le démantèlement de ce qui a été le DRS, et surtout comment il a été reconstitué, c'est-à-dire qu'on l'a démantelé pour dire on ne veut plus surtout la constitution de dossiers contre nous, parce que c'est ça ce qui s'est passé. On veut plus de dossiers, on veut continuer à taper dans la caisse, mais on veut plus de dossiers contre nous. Donc aujourd'hui, on voit bien la difficulté qu'a l'armée à pouvoir avoir un réseau interne qui gère la crise. C'est ce que faisait le DRS pendant 20 ans, c'est ce qu'il a toujours fait depuis 62, la sécurité militaire. Donc c'est ça ce qui est le problème de l'armée actuellement et de l'état-major. Effectivement, c'est à eux de gérer une crise et ils ne sont pas habilités à le faire. Ils ne l'ont jamais fait. Oui. Messieurs, on se retrouve dans un moment pour continuer ce débat passionnant. À tout de suite. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Amis auditeurs, donc nous sommes de retour au Café Presse Politique pour sa deuxième partie qui sera un peu plus courte parce qu'on a largement débordé lors de la première partie. Alors, on va s'intéresser un petit peu à ce que fait l'opposition face à l'offre, entre guillemets, et à la feuille de route du pouvoir. On a vu que peut-être que le pouvoir commençait à être divisé sur la démarche. On n'est pas tout à fait d'accord sur cela. C'est d'ailleurs l'objet d'une partie de cette polémique. Par contre, déjà, on est sûr que dans l'opposition et dans ce qui peut représenter le mouvement, il commence à y avoir une polarisation des positions. J'en veux pour preuve cette conférence du 6 juillet dans laquelle il y avait une partie de la classe politique et une partie de la société civile et cette initiative de l'alternative démocratique. Est-ce que l'opposition est plus forte avec deux feuilles de route ou on peut considérer que c'est plutôt une faiblesse d'avoir deux points de vue sur comment faire la transition? Pour moi, tous les débats, ils sont importants. Toutes les propositions sont importantes à engager dans le débat. Sauf qu'il y a des questions fondamentales auxquelles toute la classe politique doit engager, doit débattre. La première, il faut expliquer à l'opinion publique, mais surtout au système, au régime, que nous sommes dans une crise politique et nous ne sommes pas dans une crise constitutionnelle. Nous allons sortir de ce goulot qui réduit toute une crise profonde, multidimensionnelle, au seul fait d'exécuter des procédures constitutionnelles. Si la classe politique n'arrive pas à clarifier ce sujet, on va tourner autour de la même question. C'est un peu gagné, ça. Je pense que même le 6 juillet, on a cessé de présenter la crise comme étant juste une crise constitutionnelle. Mais on continue de considérer que l'élection présidentielle étant dans l'exécution d'une disposition constitutionnelle pour aller vers des solutions, entre parenthèses, de légitimité. La deuxième est que, définitivement, la classe politique doit clarifier son rôle. Veut-elle jouer le rôle de médiateur? Elle veut intercéder entre le Hirak et le pouvoir. Je pense que la classe politique se trompe de rôle. Parce que la classe politique doit chercher à avoir des ancrages dans la population, à diffuser des idées dans la population, à représenter la population. Une grande partie de la classe politique est déformée par ce rapport du régime au Hirak et il veut que la classe politique soit le rôle, elle va intercéder. Il y a une partie de la classe politique qui est dans le Hirak.
En fait, qui est présente quand même. Au fait, il est présente, mais jusque-là, le Hirak, il n'a pas trouvé d'expression dans toute sa dimension, dans toutes ses revendications dans la classe politique. La classe politique, malheureusement, est perçue aujourd'hui par l'opinion publique, par le Hirak, comme étant des appareils qui, beaucoup considèrent qu'ils font partie du système ancien. Et à tort, je sais que c'est à tort parce qu'on a exercé le politique dans des conditions difficiles. Mais également dans la classe politique, il y a ceux qui considèrent, qui mélangent entre les aspects tactiques de positionnement et la dimension du Hirak et surtout la nécessité de trouver des alternatives durables pour ce pays, pour ce peuple. Et on a une classe politique qui continue de considérer que l'enjeu étant de se placer dans le sens du vent, dans le sens du courant. Et la réalité, elle est là. Moi, j'ai vu les conclusions de la conférence du 6. Malheureusement, lorsque, par un truchement de position, par un truchement de mots, on a cédé sur même, j'allais dire, ce qui était une demande de tous, le départ de Bedoui, le départ de Ben Salah, les gens ont trouvé le moyen. D'abord, on est parti du départ du système. Et il y a une classe politique qui vient mettre un mot qui déforme un peu cela, c'est le départ de Romoz système, c'est-à-dire on a rajouté les symboles pour complètement dévoyer le contenu, le vrai débat. Et par la suite, même sur le départ de Romoz du système, on a trouvé un truchement de position pour dire non, Ben Salah mumkin yiriyah, et le reste il pose pas problème, et maintenant c'est Bedoui. Et même avec ça, on trouve le moyen de créer des truchements nouveaux en disant, mais vous savez, hein, il faut bien que le gouvernement active, il faut bien, parce qu'on aura à gérer une crise sociale, une crise économique, etc. Ces façons-là de ruser avec le Hirak, de ruser avec une dynamique extraordinaire. Cette dynamique est porteuse d'une Algérie nouvelle, d'une définition nouvelle, d'un État nouveau, d'une conception nouvelle de l'Algérie. Et les partis politiques, malheureusement, n'ont pas été capables, n'ont pas été à la hauteur d'imaginer, d'innover, de produire des idées qui soient à la hauteur de ce Hirak. Malheureusement, entre cette envie qui est puissante, qui est grandissante au sein de la population, vous savez l'histoire du Tenhaouga, et qui est représentée symboliquement par la nécessité d'aller vers la démocratie, les droits, les libertés, l'état de droit, la justice qui ne doit plus obéir à la logique du téléphone, etc. Qui doit traduire tout cela dans un projet? Qui doit donner du sens à tout ça? Ce sont les partis politiques, c'est l'élite, c'est la presse, c'est les gens qui ont justement ce rôle. Malheureusement, on est dans une logique de classe politique et moi je sais que la démocratie a besoin de partis politiques, a besoin de partis politiques forts, mais jusque-là, malheureusement, la classe politique, elle est dans une logique de négociation plus que dans une logique dynamique. Le schisme qui existe dans la classe politique, avec cette polarisation dont on parle maintenant depuis quelques minutes, est-ce que vous considérez qu'elle est d'essence idéologique, c'est-à-dire d'un côté il y a les conservateurs et de l'autre les progressistes entre guillemets, ou est-ce qu'elle est plus politique? D'un côté il y aurait ceux qui considèrent qu'on a un rapport de force qui ne permet pas d'obtenir plus de concessions du pouvoir, et puis de l'autre côté, celui entre guillemets des progressistes qui considèrent que le pouvoir, le mouvement n'a pas produit encore tout ce qu'il peut arracher, et que donc c'est pas le moment d'aller dialoguer à n'importe quel prix. Est-ce que c'est pas plutôt une différence d'analyse sur le rapport de force plus qu'une divergence idéologique? J'en veux pour preuve, par exemple, le fait que quelqu'un comme Sofiane Djilali, qui était ici avec nous la dernière fois, considère qu'il faut plutôt avancer dans le sens du dialogue parce que dans sa lecture du rapport de force, il pense que c'est le moment d'y aller. Je pense qu'il y a, sous certaines conditions. Sous conditions, on va pas trahir sa pensée. Évidemment, tous les préalables, on va pas, évidemment, tous les préalables avant d'aller au dialogue, évidemment. Mais quand même, il a commencé à répondre, moi, non? Il y a un peu des deux, en fait. C'est vrai qu'il y a des différences, des clivages idéologiques. Il faut pas dernièrement, on a entendu, Djabla, qui était contre un peu la feuille de route de Ben Salah. Si le fils pouvait faire de la politique, il serait avec l'alternance démocratique, hein. Qui? Aujourd'hui, si le fils pouvait faire, si Ali Bouhaj pouvait faire de la politique, il serait avec ce pôle-là. Sur la question du déroulé politique. Ouais. Pas sur le contenu, peut-être sur d'autres choses. Je pense, hein, pour dire que c'est pas nécessairement idéologique. C'est Hassan que si on observe au-delà des positionnements d'appareils. Quand on observe le Hirak, il y a quand même 3 images qui m'ont frappé personnellement. Je vois des manifestants à Tlemcen brandir le grand portrait de Messa el-Hajj. Je vois des manifestants à Constantine brandir le portrait d'Ibn Badis. Je vois les manifestants à Tizi Ouzou prendre le portrait d'Abban Ramdan.
ces éléments-là, sur le plan symbolique, renseignent de la profondeur des débats que nous n'avons pas menés, des débats qui soient idéologiques, historiques, etc., et qui un jour nécessitera, dans un climat apaisé, revisiter tous ces débats, remettre les pendules à l'heure de tout point de vue. Malheureusement, en termes de positionnement des partis politiques, jusque-là, et je le dis avec beaucoup de... Le pouvoir a su comment créer les dichotomies, créer les logiques de groupe, et finalement il se retrouve dans une... C'est peut-être pas le pouvoir qui je pense... Hassan, on va laisser... Alors, clivage, divergence d'analyse ou clivage idéologique? Non, je pense que le Hirak pose problème pour les partis politiques. Il pose réellement problème. C'est-à-dire que les partis politiques... Non, les partis politiques ont peur de perdre la main par rapport au Hirak. Moi, je me rappelle très bien que, par exemple, Sofiane Djilali disait, il faut pas oublier que, d'accord, il y a le Hirak, mais les partis, on existe aussi. Que s'il y a négociation, elle doit se faire aussi avec les partis politiques. Il y a aussi une volonté des partis politiques de rester en place et de continuer à activer s'ils arrivent. Et la meilleure manière de rester en place, c'est de répéter ce que dit le Hirak, non? Oui, non, mais c'est surtout... Ce que ne font pas tous. Absolument. Ce que ne font pas tous. Tous ne sont pas sur la même longueur d'onde du Hirak. Chacun essaie de continuer à activer comme cela était le cas avant le 22 février. Moi, je suis de plus en plus persuadé comme avant, non. Hamas était pour un deal avec le pouvoir. Hamas, ça a un peu changé quand même. Attends, Hamas, il est avec les deals avec tout le monde. C'est avec le vent. Si le vent il vient à droite, il va à droite. Si le vent il vient à gauche, il vient à gauche. Hamas, franchement, si question d'avoir des positions fermes et arrêtées, c'est pas le parti à choisir. C'est vrai qu'il faut quand même préciser un certain nombre de choses. Il n'est pas utile d'opposer les partis au mouvement ou d'opposer le mouvement au parti. On peut reprocher plein de choses aux partis politiques. C'est un moment, ils sont mis en demeure de faire aussi leur remise en cause, leur autocritique. Certains le font doucement, d'autres dans des moments révolutionnaires, les partis, dans d'autres situations, ils changent même de sigle, de nom, façon de dire qu'on passe à une autre étape, même si c'est symbolique et tout. Deuxième élément, sur ta question sur les clivages idéologiques. Et ils ont existé, ils existent en ce moment, ils existeront après. Seulement, aujourd'hui, pourquoi on les a exacerbés? Dans quel intérêt? Au début, si vous avez remarqué, c'était pas une question qui était au cœur des mobilisations. Quand arrive parce que le mouvement dure, et puis quelle couleur a donné à ce mouvement? Où est-ce qu'il va ce mouvement? Quel projet doit porter ce mouvement? À ce moment-là, on a réactivé des vieux, ce qu'appelle un ancien, des retours destructeurs au passé. Et moi, franchement, ça ne pose pas de problème si Ben Bedi c'est Tarboré, si Aban Arnani Tarboré, si El Hadji Tarboré. C'est pas un problème. Mais qu'on discute sereinement sur ces questions, qu'on les exacerbe pas, qu'on les instrumentalise pas pour diviser, pour monter les Algériens les uns contre les autres. Et on n'est pas dans des divergences idéologiques. On trouve les gens qui étaient pour l'arrêt du procès électoral en 92 contre l'armée, contre ce que la position de l'armée aujourd'hui. Ceux qui étaient avec l'armée en 92 sont contre l'armée aujourd'hui. Donc il y a des évolutions. On n'est pas dans un clivage idéologique. Voilà. Et sauf que on est dans une divergence fondamentale, c'est l'analyse de la crise. Est-ce que nous sommes dans la crise de pouvoir ou dans la crise du système? Est-ce qu'il y a nécessité de passer à une autre étape, refondation d'une nouvelle république, ou changer à l'intérieur du système, apporter quelques aménagements à cette république? Si je vous disais, c'est ça. Je réponds à la question. Et si je vous disais, on peut considérer qu'on est dans une crise de système, qu'il faut repasser à une nouvelle république, mais qu'il faut commencer par une présidentielle. Mais moi, je n'ai pas d'avis tranché là-dessus. Il y en a qui pensent c'est-à-dire, ils disent il faut d'abord élire un président. Moi, je n'ai pas un avis tranché là-dessus. Dans une situation révolutionnaire, la meilleure réponse est la constituante. Ça, c'est un classique des révolutions. Parce qu'il faut une refondation nouvelle, et ça seul un pouvoir constituant peut. Il y a d'autres qui sont même acquis à l'idée de la constituante, qui disent peut-être c'est pas le moment. L'éthique politique recommande la constituante, mais le pragmatisme politique recommande autre chose. C'est ce qu'a dit de alors, je vous pose une question. Comment on peut traduire, question qui est ouverte, comment on peut traduire les revendications du mouvement populaire en termes politiques sans le trahir? Comment? Avec cette création politique? Comment on peut le formuler cela en proposition politique
y compris en allant vers le dialogue, parce qu'on est tous d'accord pour dire qu'à un moment donné, il faut aller vers le dialogue avec des propositions politiques. Comment peut-on le faire sans trahir le mouvement populaire? Je pense que c'est à travers des initiatives. L'opposition démocratique, l'alternative démocratique a pondu un texte, une feuille de route. Nous avons à côté le processus de Ain Benyan. Moi, je pense que ces deux camps doivent se réunir. Ils doivent impérativement discuter ensemble parce que le pouvoir profite de la division de l'opposition. Donc, moi, je pense qu'il y a quand même des clivages idéologiques. On peut pas faire l'impasse sur ça. Si Jablahi te dit oui, nous sommes contre la feuille de route du pouvoir, mais il veut pas de constitution, de constituante. Hamas ne veut pas les partis islamistes en général, ils veulent pas de constituante, alors que les partis démocrates, par exemple, c'est leur cheval de bataille. Dans le paysage. Non, il est incolore, inodore, Ali Ben Flis. Ali Ben Flis, il peut négocier. Mais comme ça fait pas. Il ne parle pas de constituante, Ali Ben Flis. Oui, mais voilà. Il ne parle pas de constituante. Ali Ben Flis, on peut discuter avec lui, mais ces gens-là, les islamistes, ils te disent, il n'en est pas question parce que si on commence la constitution, on va pas. On reste dans le vieux. Attends, c'est pas le vieux Hassan. Ne prends pas tes désirs pour des réalités. Je suis désolé. C'est pas comme ça. Personnellement, je suis pas d'accord pour la constituante. Tu vois. Donc, pourtant, tu n'es pas islamiste. Non, je suis pas islamiste, mais je pense que c'est ma lecture des événements. Ça va prendre énormément de temps. Et l'article 2 de la Constitution. S'il vous plaît. L'article 2 sur Tamazirti, tout ça, on peut rester 2 ans. Peut-être qu'il y a des gens qui veulent revenir sur l'acquis de la majorité, par exemple. Il y a des gens qui seraient contre que l'islam religion de l'État. Est-ce que tu imagines, avec tous les clivages qui traversent la société algérienne actuellement, ne me réponds pas ce qu'il a dit, tu peux pas, je t'ai laissé parler. Non, mais c'est pas comme ça. Alors, donc on est d'accord sur les raisons. C'est pas que des raisons idéologiques, c'est aussi des raisons. Il y a des stratégies aussi, des tactiques, pour reprendre ce qu'a dit Karim tout à l'heure, des tactiques politiques. Je suis d'accord aussi que ce qu'a dit Salim par rapport au Hamas, par exemple, ils cherchent le positionnement, et il y a des gens qui sont dans la négociation carrément pour des postes avec le nouveau régime. Ils sont peut-être prêts à négocier des positions au sein du nouveau régime, même s'ils pensent que ce n'est pas ce que revendique le Hirak. D'accord. Ils sont en train d'intégrer l'idée que le Hirak est en train de mourir doucement. Donc, autant se positionner. Il y en a beaucoup parmi la classe politique et pas forcément ceux dont tout le monde parle. Alors, on arrive sur la fin de cette émission. Je vais vous poser une avant-dernière question. Le mois d'août arrive. Effectivement, le mouvement ne va pas être au même niveau que les semaines précédentes. On s'y attend. C'est peut-être le temps du politique. C'est peut-être le temps d'avancer sur le terrain, sur le terrain politique. Si il survenait une commission, un panel qui s'installe, parce que on est de plus en plus question. J'ai tout à l'heure avancé le nom de Karim Younes, l'ancien président de l'Assemblée nationale. Ce n'était pas par hasard. Il semblerait qu'il ait été sérieusement approché par la présidence de la République pour être le pivot de ce panel-là. On ne sait pas qui sera avec lui après, mais on sait qu'il a contacté des personnalités, y compris dans le mouvement social, dans la société civile, etc. Donc ma question, elle s'adresse un peu: faut-il à ce moment-là prêter crédit à cette initiative et voir où est-ce qu'elle peut nous mener, investir ce cadre et puis en faire éclater l'agenda, parce qu'on rappelle que l'agenda c'est présidentiel, ou faut-il le boycotter? C'est une question qui s'adresse d'abord aux politiques. Voilà. On va commencer par Karim. Non, en tout cas, il faut sortir de la personnalisation, parce qu'il ne s'agit pas de trancher ou de décider sur les personnes. Karim Younes, Ahmed Talib Ibrahimi, Hamrouch ou Ben Betour, ce sont des noms qui sont évoqués, chacun il a son parcours, c'est important. L'identité de ceux qui font c'est important. Mais le tout est dans le contenu, pas dans le contenant. C'est dans le contenu, quand on annonce les vraies mesures. Et puis jusque-là, malheureusement, il va falloir exiger que la chose politique sorte des lieux obscurs. Si on a décidé de confier cette tâche à Karim Younes, qu'on le dise clairement qu'on a décidé de confier une tâche et que le Hirak le sache. Il est mandaté. Pourquoi les arrangements souterrains, tous les arrangements souterrains? Je pense que ça va arriver. Mais ça doit se passer en premier. Ça doit pas être le point d'arrivée, ça doit être le point de départ. Si on veut vraiment sortir des anciens schémas. Parce que justement, des crises que vit la classe politique, c'est que nous avons vécu pendant des années avec un semblant de parti politique, un semblant d'élection, un semblant de débat. On a eu une logique de démocratie d'appareil. On a eu des appareils
qui sont là, mais qui n'ont pas de vie, qui n'ont aucun ancrage. Et que tous les partis politiques cherchaient à avoir des ancrages dans les institutions. Vous avez un peuple qui vient, qui dit, en tout cas, toutes ces institutions ne nous représentent pas. Tous ces partis ne nous représentent pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir repenser, recréer dans la société, je dirais pas une nouvelle classe politique, mais créer en tout cas une démocratie dynamique, une démocratie qui permettra à ce peuple, à ce hirak, de sortir de lui-même des idées, des procédures, de nouvelles façons de concevoir la démocratie. Et c'est ça qui est essentiel. Ça va prendre tout le temps qu'il faut. Et malheureusement, aujourd'hui, le pouvoir, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de resserrer l'étau sur le hirak par des procédures dures. D'abord le discours menaçant, et puis sur le terrain, dispositif policier, répressif très puissant, et puis avec un fond de justement aiguiser les clivages, en tout cas si c'était que les clivages, mais créer de faux clivages, c'est-à-dire si c'était que les clivages politiques, à la limite, d'accord, on va discuter. Mais tout ça plaide dans le sens où il faut engager un processus politique pour confiner. Et je vois les gens considérer cela que c'est de bonne guerre, c'est-à-dire je vois des hommes politiques considérer que tout ça relève de la bonne guerre. Non. La bonne guerre est que les Algériens devront être jaloux de ce mouvement qui est historique, ils doivent le maintenir jusqu'à ce que ce régime accepte définitivement que le peuple doit reprendre sa parole. Comment le faire? À mon avis, la solution, oui, les partis politiques, même si tu associes ceux qui sont réunis au siège du RCD avec la conférence, ça va faire une espèce d'addition de sigles. Hein. C'est une addition de sigles. Mais la réalité est que, à mon avis, il y a une élite politique. Il y a vous les journalistes, nous les militants et les intellectuels et ces jeunes qui sont en train de faire l'histoire. C'est de là que va sortir la solution. Ce n'est ni des coups souterrains qui sont en train d'avoir lieu, ni dans une logique d'addition d'appareils. Mais tout ça, ça va venir, ça va secréter. Déjà. On n'a pas le temps. Déjà, on n'a pas le temps. Mais pourquoi on n'a pas le temps? Mais l'histoire, c'est pas une logique de tenir une élection dans 3 mois. Mais pourquoi vous mettez le couteau sur la gauche des gens? Nous sommes mis en demeure par Gaïd Salah de faire une élection dans 3 mois. Sinon, c'est la fin. Mais nous devons sortir de ce schéma. C'est débuter le dialogue, c'est pas l'élection. Parce qu'on peut aller dans le dialogue, je pose la question pour finir. Ce panel, si jamais il devait survenir, et on s'attend à ce qu'il survienne dans les prochains jours, s'il devait survenir, est-ce que ça peut être le début de quelque chose? Après, évidemment, la majorité de ceux qui vont rejoindre peuvent ne pas considérer que la présidentielle, c'est la solution. À mon avis, c'est ce qui va arriver. Mais faut-il y aller ou pas? Encore une fois, avec Karim Younous ou un autre. Qu'est-ce que ça va représenter? Parce que la grande question, c'est quelle est la réaction de la rue? C'est-à-dire, moi, je veux bien un panel. La rue, elle peut être contre tout. Hein. D'accord, non, mais d'accord, mais la rue. On est face à des manifestations hebdomadaires tous les vendredis qui demandent le départ du système. Tous les mardis également. D'accord, et qu'il y a de fortes chances avec la rentrée sociale qui arrive que ça reprenne encore plus fort. Parce que il va y avoir la crise sociale qui est derrière et les revendications, j'ai bien peur que les revendications en soi sur des revendications sociales arrivent aussi. En même temps, donc la crise, elle va s'amplifier pour le régime et pour le pouvoir. Alors aujourd'hui, je veux bien Karim Younous bien sûr Karim Younous, il est en mission. C'est clair qu'il est en mission. Il contacte des gens. Il est persuadé que ils vont obtenir du pouvoir que, par exemple, libérer tous ce qu'on appelle les prisonniers politiques. Et, ils vont essayer d'obtenir ça. C'est une garantie pour eux de donner un peu de crédibilité à cette commission-là. Mais la réaction de la rue. Mais c'est ça ce qui est important, c'est qu'on est une sorte de dichotomie, je suis d'accord avec lui, il y a une sorte d'académie, c'est une sorte de dichotomie entre le désir du pouvoir de trouver une solution et la réalité. On serait dans un syndrome, je termine sur la dernière question, soudanais, c'est-à-dire il y aura une partie du mouvement qui va accepter un début d'accord, on n'est pas encore arrivé à l'accord, et puis une autre partie qui va considérer que c'est d'une traîtrise. Je pense qu'il va y avoir une deuxième vague de l'insurrection citoyenne. La rentrée septembre, ça va être la deuxième vague. Il va contraindre encore le pouvoir. Il va le pousser dans ses retranchements. Et tel que c'est parti la démarche que propose le pouvoir, et c'est ceux qui adhèrent à cette démarche, l'élection présidentielle dans le cadre d'une commission nationale,
nationale va aboutir, va droit dans le mur tel que c'est élaboré. Je précise juste Karim Younous a vu dans son Facebook, il a dit par souci de transparence, voilà. Mais il ne dit pas la chose la plus importante. Il est contacté par qui? Est-ce qu'il était contacté? Mais même pas ça, il dit j'étais contacté par des gens de bonne volonté. De la présence de Karim Tabou qui est politique. Est-ce qu'il vous a contacté? Oui. Il vous a contacté? Oui. Voilà, il nous Je pense qu'il a pris contact avec beaucoup de bandes, mais la volonté du dialogue, et c'est cela qui est essentiel. Il faut arrêter de s'approprier des mots, parce que le système, on a joué tellement sur ça. Il s'est approprié la révolution, il en a fait une nouvelle colonisation. Il s'est approprié le socialisme, il en a fait de la corruption. Il s'est approprié la réconciliation, il en a fait de l'impunité. Il s'est approprié la démocratie, il en a fait une logique d'appareil. Il s'est approprié la transition, mais c'est juste pour pousser dans le sens qu'il veut. Et cette appropriation des mots, on veut d'une certaine manière, porter l'accusation sur les gens qui sont contre le dialogue, qui sont extrémistes, qui ne veulent rien. Oui, nous sommes pour le dialogue. Nous sommes pour la démocratie. Nous sommes pour l'apaisement. Nous sommes pour les conditions qui permettront au Hirak de se sentir prise en charge dans ses revendications. Aujourd'hui, malheureusement, nous sommes en face d'un pouvoir qui continue de ruser, qui continue de manœuvrer, qui continue même sur le plan des décisions qui sont fortes. Lorsque vous voyez le Harrach se remplir de tous ces mesures-là, mais dès lors qu'on n'a pas libéré la presse pour arriver par les moyens démocratiques à l'information, dès lors qu'on n'a pas libéré la justice, l'avocat, le juge, dès lors qu'on n'a pas libéré d'espace de débat, on arrive à assister à des choses. On sait qu'il y a des gens qui sont en train de comploter et puis on attend les aboutissements. À chaque fois, on est dans une logique d'attente. Par quel coin va sortir quelque chose? Et on est dans une logique de résistance. Je pense que le mouvement jusque-là a porté d'une manière claire des revendications. Et il a évolué sur le plan du slogan, contrairement à tout ce qu'on peut penser, que ce mouvement, c'est un mélange de choses incohérentes, etc. Non, il y a une très très grande cohérence. Le slogan a évolué depuis le début. On est arrivé au dernier slogan, Dawla Madaniya Machi Askariya. C'est vraiment du génie. Hein. Et je passe sur... C'est revisiter le Congrès national. Donc je pense que c'est une bonne chose que des jeunes, avec leur style, avec leur manière, nous on n'est pas habitués à ça. On est habitués à des déclarations, à des plateformes, à des rencontres protocolaires de partis politiques qui signent des accords. On est bousculé par une nouvelle logique politique qui fait que les grands forums de débat, c'est chaque vendredi. Le grand forum de débat, de dialogue dans ce pays, c'est le vendredi et le mardi. Le mardi, c'est l'élite qui produit le slogan, qui oriente, c'est les étudiants, c'est les enseignants. Le vendredi, c'est la mobilisation populaire. Karim Tabou, merci d'avoir été notre invité dans cet avant-dernier numéro. Merci messieurs, monsieur Hassan, merci Salim. Nous donnons rendez-vous à nos amis auditeurs dans un format ouvert au public le mercredi prochain pour le dernier numéro de la saison. En attendant, passez une très bonne semaine. Merci. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.